Eh bien, je crois qu'ici, l'expérience personnelle rejoint l'expérience générale. Au début de nos entretiens, vous vous en souvenez peut-être, j'avais expliqué que chaque écrivain ne peut atteindre l'universel qu'à partir de son expérience propre. Il y a un mot de Victor Hugo qui dit très bien ce que je veux dire quand il s'écriait « Insensé qui croit que je ne suis pas toi ». Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire. Et c'est en m'appuyant sur ma propre expérience que je voudrais leur donner quelques indications et peut-être quelques espérances. Je m'étais donc mis non pas tellement à écrire qu'à vouloir écrire. Et pour écrire, il n'y a pas d'autre solution que d'être seul, de se mettre devant sa feuille de papier et puis de commencer un manuscrit et surtout d'essayer de le finir. Naturellement, l'écriture donne beaucoup de joie. Elle donne aussi beaucoup de peine, beaucoup de tourments et beaucoup d'angoisse. Dans son merveilleux journal, Delacroix dit quelque part « Finir exige un cœur d'acier ». Eh bien, commencer un livre, c'est facile. Le finir, c'est très difficile. Et puis, une fois qu'il est fini, et comment sait-on qu'un livre est fini? Eh bien, je crois qu'un livre est fini comme un fruit devient mûr. Il y a un moment où on sent que le manuscrit se détache de vous. On sent qu'on ne peut plus beaucoup l'améliorer, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais. On commence à faire des corrections, on efface les corrections, on remet la correction, on enlève une virgule, on remet la virgule. À ce moment-là, le manuscrit est terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Eh bien, je crois que ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'imaginer que la vie littéraire ressemble à la vie politique. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est chercher des recommandations. Je reçois beaucoup de jeunes gens ou de jeunes filles, souvent très sympathiques, qui ont envie d'écrire et qui s'imaginent qu'un livre ne peut être accepté par une maison d'édition que sur recommandation. Il n'en est absolument rien, grâce à Dieu. Je ne sais pas si les recommandations fonctionnent dans le monde politique et dans le monde administratif. Elles ne fonctionnent pas dans le monde littéraire. La seule chose que vous avez à faire quand vous avez terminé un manuscrit, c'est de l'envoyer à une maison d'édition. Et je sais ce que disent les jeunes gens, ou les jeunes filles, ou les gens plus âgés qui écrivent un premier livre. Ils disent souvent « on ne lit pas les manuscrits ». C'est tout à fait faux. Les maisons d'édition lisent les manuscrits. Et, mon Dieu, j'ai appliqué cette méthode. Un jour, en sortant de mon bureau de l'UNESCO, vous vous rappelez peut-être que j'étais entré à l'UNESCO, à cette époque-là, on travaillait encore le samedi. Un samedi soir, en sortant de mon bureau, j'ai pris mon manuscrit sous le bras et j'ai été le déposer dans la maison d'édition qui représentait pour moi et pour beaucoup le paradis promis, la terre promise, la légende suprême, c'est-à-dire Gallimard. J'avais toujours été fasciné par la couverture blanche de Gallimard avec ses filets rouges et noirs. J'ai pris mon manuscrit et j'ai été le déposer chez la dame qui répond au téléphone et qui accueille les visiteurs à l'entrée de Gallimard, 5 rue Sébastien-Bottin, dans le 7e. Et puis, j'ai attendu. J'étais un peu naïf. Depuis lors, je suis entré au comité de lecture de Gallimard. J'ai passé quelques années qui étaient pour moi très enrichissantes, très intimidantes, très enrichissantes. Le comité de lecture de Gallimard, c'est là qu'étaient passés Malraux, Gide, Schlumberger, Jacques Rivière, Roger Caillois, tant d'autres. Et je crois que j'étais plus intimidé lorsque je suis entré pour la première fois au comité de lecture de Gallimard qu'en entrant pour la première fois sous la coupole de l'Académie française. Et quand j'ai été au comité de lecture, j'ai su que la lecture d'un livre, d'un manuscrit, demande beaucoup de temps
et qu'il faut s'armer de patience, il faut attendre 2 mois, 3 mois. À cette époque-là, quand j'avais remis mon manuscrit, j'étais jeune, naïf, je ne connaissais pas la vie, et au bout de 3 semaines, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai pris un double de mon manuscrit et un samedi soir, de la même façon, j'ai été le déposer exactement en face de Gallimard, dans une autre maison d'édition qui s'appelait Julliard. L'histoire des maisons d'édition est tout à fait fascinante. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de biographies des grands éditeurs, de Gaston Gallimard, de Grasset, il y a eu des pièces de théâtre, il y a eu une célèbre pièce de théâtre de Bourdet qui s'appelait Vient de paraître. Et elle mettait en scène un personnage qui était un mélange de Gallimard et de Grasset. Et on raconte qu'il y avait Grasset et Gallimard qui étaient tous les deux dans la salle, et chacun entendait Gallimard dire « c'était patent, vous avez reconnu Grasset », et ceux qui étaient aux côtés de Grasset disaient « c'était patent, vous avez reconnu Gallimard ». Eh bien, la grande rivalité Gallimard-Grasset, c'est les années d'avant-guerre. À l'époque d'après-guerre où se situe mon histoire, la rivalité Gallimard-Grasset était un peu remplacée par la rivalité Gallimard-Julliard. J'ai donc été déposer mon manuscrit en face de chez Gallimard, chez Julliard, un samedi soir, puis je me suis dit, je vais attendre. Le lendemain matin, dimanche, à 7 h du matin, j'ai été réveillé par le téléphone. Je vais au téléphone et au bout du fil, il y avait René Julliard qui m'a dit « J'ai lu votre manuscrit cette nuit, voulez-vous venir signer le contrat ?» J'ai eu beaucoup de bonheur dans ma vie, je pense qu'aucun n'est comparable à ce bonheur du premier manuscrit accepté. Je me suis naturellement précipité chez Julliard. Julliard était un homme charmant, grand, sympathique, très chaleureux. Il m'a dit « J'aime beaucoup votre manuscrit ». Mon manuscrit, entre nous, ne valait pas grand-chose. Il m'a dit « J'aime beaucoup votre manuscrit, ça va être épatant. Je sens que nous avons quelque chose là qui... ça va peut-être marcher comme Sagan. » Bon, j'étais sur des nuages, n'est-ce pas, je ne me tenais plus. J'ai signé immédiatement le contrat et j'étais dans un état de bonheur insensé pendant des jours et des semaines. Quelques mois plus tard, d'ailleurs, j'ai reçu la réponse de Gallimard qui était positive, mais j'avais déjà signé avec Julliard. Eh bien, je dois dire que ce livre, sur lequel Julliard fondait tant d'espoir, et là aussi je m'adresse à tous ceux qui ont écrit un premier livre, ce livre n'a pas marché du tout. On me dit souvent « Ah, vous avez tout eu, tout a été facile pour vous, vous avez publié des livres, vous êtes entré à l'Académie, vous avez été directeur du Figaro, tout vous a toujours réussi. » Eh bien non, mes débuts dans la littérature, et au fond, comme je crois que je l'ai dit déjà, rien ne m'intéresse dans la vie que les livres, eh bien mes débuts dans la littérature ont été très difficiles. Car ce premier livre n'a pas marché. Et comme je l'ai déjà indiqué, je crois, le second non plus, le troisième non plus, le quatrième non plus, le cinquième non plus, le sixième non plus. Ce livre s'appelait « L'amour est un plaisir »,« Du côté de chez Jean »,« Un amour pour rien »,« Au revoir et merci »,« Les illusions de la mer ». À chaque fois, Julliard, avec une bonté extrême, me publiait et chaque fois il me disait « Cette fois-ci, nous tenons le succès ». À chaque fois, c'était l'échec. L'échec en littérature est quelque chose de tout à fait normal. En France, et je crois que dans les autres pays, c'est sûrement comparable, on dit qu'il y a peut-être, c'est très difficile à savoir, qu'il y a peut-être 1 million de manuscrits dans les tiroirs des gens. On dit en France qu'il y a autant de manuscrits cachés dans les tiroirs que d'or dans les lessiveuses. Alors peut-être que la manie de l'or a un peu passé aux Français, je crois que la manie du manuscrit ne leur a pas passé. Et il y a beaucoup de manuscrits. Beaucoup ne sont pas publiés. Je crois qu'en moyenne, dans les maisons d'édition, on prend 2 ou 3 manuscrits sur 100. Une fois qu'on est publié, on se dit « je suis le roi ». Eh bien, quand on est publié,
vous savez, c'est encore très peu de choses. Un manuscrit publié a beaucoup de chances de passer totalement inaperçu. Et la vie littéraire est une course d'obstacles successifs. Eh bien, j'avais franchi le premier obstacle en étant publié, et puis j'ai piétiné pendant des années avec des livres qui étaient des échecs perpétuels. Une fois que vous êtes publié, la moyenne des nouveaux romans, je ne parle pas du nouveau roman, je parle des premiers romans, des romans nouveaux sur le marché. On dit en général que la moyenne se vend à 400 ou 600 exemplaires. Comme il y a tout de même des livres qui marchent à 2000, 3000, 10 000, 20 000 exemplaires. Ça suppose qu'il y a beaucoup de livres qui sont vendus à 200 exemplaires, parfois 100. C'est-à-dire qu'ils sont achetés par l'auteur, par sa famille proche et par ses amis intimes. C'est ce qui m'est arrivé pendant des années et des années. Chaque fois, Julliard tâchait de me réconforter et chaque fois, ça ne marchait pas. Et j'ai même écrit un livre qui s'appelait « Au revoir et merci ». Et ce titre était assez éloquent, c'était « Au revoir et merci », c'était des souvenirs comparables à ce que je viens de raconter depuis que nous nous rencontrons devant cette télévision. Et au revoir et merci, c'était à la fois au revoir et merci à ma jeunesse, au revoir et merci à ma famille, je n'ai jamais été un révolté, mais je prenais des distances, et puis au revoir et merci aussi à la littérature. Puisque la littérature ne voulait pas de moi, eh bien je n'allais pas probablement m'obstiner. Et après ces échecs successifs, j'envisageais le désespoir au cœur de renoncer à la littérature, d'où ce titre, au revoir et merci. Mais vous savez, on ne se sépare pas facilement de ses premiers amours et de ses premières passions. Et je me suis remis à écrire encore un livre très différent de ceux que j'avais écrits jusqu'alors. Ceux que j'avais écrits jusqu'alors tournaient, il faut bien le dire, autour d'un personnage qui était moi, avec quelques comparses et quelques acolytes. J'ai dit, vous vous en souvenez, que je travaillais à l'UNESCO. Je travaillais à l'UNESCO dans ce qu'on appelle les sciences humaines. Je m'occupais des congrès de philosophie, des congrès de classicistes, des congrès d'historiens, des publications internationales dans le domaine de l'histoire ou des études classiques. Et naturellement, à l'UNESCO, personne ne savait que j'écrivais, puisque mes livres étaient totalement inconnus. Et ma vie était un peu coupée en deux. D'un côté, j'écrivais des livres la nuit, le soir, le dimanche, j'étais un écrivain du dimanche. Et puis, le jour, comme beaucoup, j'allais à mon bureau et je m'occupais de mon travail. Alors m'est venue l'idée, un petit peu neuve peut-être à cette époque-là, d'écrire un livre sur les sciences humaines. Vous savez qu'il y a une formule célèbre de Malraux à propos d'un livre de Faulkner qui s'appelle, je crois, Sanctuaire. Et Malraux avait dit, c'est l'intrusion du roman policier dans la tragédie grecque. Eh bien, le livre dont j'avais l'idée était l'intrusion des sciences humaines dans la fiction. C'était l'histoire d'un empire imaginaire dont on découvrait les traces. Et je reconstituais tout cet empire, son histoire, ses batailles, ses rois, ses penseurs, sa philosophie, son archéologie, sa musique. Et tout ça a fini par donner un énorme pavé de 600 pages, où mon expérience de l'UNESCO et mes ambitions littéraires, au lieu d'être séparées, se réunissaient. J'ai montré à quelques amis ce volume énorme de 600 pages, 700 pages. Et leur jugement a été un peu pessimiste. Ils m'ont dit, écoute, les premiers n'ont pas marché, mais celui-là, il est franchement illisible. Et c'est vrai que c'était un peu dur, un peu rude, avec un peu de dissertations sur l'archéologie, sur la musicologie, sur l'ethnologie. Enfin, je me suis dit, je vais quand même le montrer à Julliard, et sur ces entrefaites, Julliard, qui pendant 5 ou 6 livres m'avait aidé, m'avait soutenu, m'avait remonté le moral, sur ces entrefaites, Julliard est mort. Qu'est-ce que j'ai fait?
je suis revenu à ma première idée et j'ai été porter cet énorme pavé chez Gallimard. Et à ma surprise, Gallimard l'a accepté. Et ce livre illisible a eu un succès assez considérable. On l'a tiré à 100 000 ou à 150 000 exemplaires. Il s'appelait La gloire de l'Empire et il a eu une des grandes récompenses. Vous savez, il y a beaucoup de prix en France, c'est presque difficile de ne pas avoir un prix. Il y a autant de prix que de fromage en France, autant de prix littéraires que de vin et de fromage. Alors c'est presque difficile d'échapper à un prix, et naturellement, moi j'avais échappé à tous les prix. Je n'avais jamais eu aucun prix, personne n'avait jamais pensé à moi pour le Goncourt, personne n'avait jamais pensé à moi pour le Femina, ni pour aucun autre prix. Et ce livre a eu le grand prix du roman de l'Académie. Je l'ai publié en 1971 et à ce moment-là, s'est passé dans ma vie quelque chose d'assez extraordinaire. Ce livre ayant eu un certain succès, je suis entré dans le monde littéraire. Vous savez, c'est très différent du monde des fonctionnaires auxquels j'étais habitué par ma famille, où on passe des concours et où on obtient des postes à l'ancienneté. Dans le monde littéraire, comme dans le monde artistique, on entre parce que tout à coup, on parle un peu de vous. Alors, comme on parlait un peu de la gloire de l'Empire, j'ai commencé à connaître un certain nombre d'écrivains. Et je suis tombé sur un écrivain que j'admire beaucoup, qui s'appelait Paul Morand. Paul Morand était un écrivain très brillant, qui avait eu des problèmes à la Libération. Il s'était présenté à l'Académie française. Eh bien, le général de Gaulle s'était opposé à l'entrée de Paul Morand à l'Académie, parce que Paul Morand, comment dire, n'avait pas été du côté des résistants, c'est le moins qu'on puisse dire, pendant la guerre. Et ma famille était un peu hostile à Paul Morand. Mon père, comme je l'avais dit, était un homme plutôt de gauche évidemment très très modéré, plutôt de gauche, violemment anti-hitlérien, et il était hostile à Paul Morand. Et le général de Gaulle s'est opposé à l'entrée de Paul Morand à l'Académie. Paul Morand a ainsi eu une sorte de purgatoire pendant sa vie. Vous savez, quand un grand écrivain meurt, il y a souvent un purgatoire après sa mort. Eh bien, Paul Morand n'a pas eu du tout de purgatoire après sa mort, il a un grand succès après sa mort, mais il a eu son purgatoire de son vivant. Et évidemment, j'étais un peu fasciné par Paul Morand. Mon père ne l'aimait pas, moi j'étais assez lié avec lui, et Paul Morand avait eu une formule dont je me rappelle toujours. Il m'avait dit un jour, il me tutoyait, et moi je le vous voyais parce qu'évidemment il avait, je sais pas, 30, 40 ans de plus que moi. Et Paul Morand m'avait dit un jour une phrase qui m'avait beaucoup touché. Il m'avait dit, tu vois, je n'ai pas de fils, mais j'ai des petits-fils. Je n'ai pas de fils, ça veut dire, je n'ai pas de succès auprès de la génération qui me suit immédiatement, mais les plus jeunes reviennent à moi, et en effet, Nimier, Blondin, Déon, tous ceux qu'on a appelés les hussards, étaient de grands admirateurs de Paul Morand. Et moi-même, j'étais un peu fasciné par Paul Morand. Et un beau jour, j'étais chez moi, 1 an et demi peut-être après la publication de La gloire de l'Empire, et le téléphone, le rôle du téléphone dans la vie amoureuse, dans la vie des écrivains est considérable. Le téléphone sonne, je décroche, et Paul Morand me dit, il faut que tu envoies ta lettre. Je lui dis, quelle lettre? Ta lettre de candidature à l'Académie française. Eh bien, je vous jure, je tombais des nues. C'était au printemps, il faisait beau, j'étais tranquille, j'étais très content. J'avais des petites amies, je me promenais, j'allais beaucoup en Italie, j'aime beaucoup l'Italie. J'avais un poste très modeste à l'UNESCO, j'étais très content de mon sort. Et vous savez, la trajectoire normale en ce qui concerne l'Académie, c'est de dire à 20 ans, je n'entrerai jamais à l'Académie. Et puis de se précipiter à l'Académie quand on a 60 ou 70 ans. Je n'étais pas très vieux à cette époque-là. Autant mes débuts avaient été lents et difficiles, autant à partir de ce premier livre qui avait eu un peu de succès, La gloire de l'Empire, les choses ont été très vite. Très très vite, j'avais 40 et quelques années, ce qui, pour l'Académie, est extrêmement jeune. Alors, je n'étais pas du tout un révolté. J'avais plutôt dit dans mes premiers livres,
à l'époque où personne ne pensait à moi. Comment vous voulez de moi? Si on veut de moi à l'Académie, je me présenterai avec joie, je n'attends que ça. C'était plutôt ironique. D'ailleurs, en ce moment, je dois dire exactement la même chose à l'égard du Nobel. N'est-ce pas? Si on pense à me donner le Nobel, mais je l'accepte avec grand plaisir. Si vous voulez créer, par exemple, une association pour me donner le Nobel, vous serez tout à fait les bienvenus et je vous en remercie d'avance. Donc, je n'étais pas du tout un révolté, mais l'idée de l'Académie, que je ne repoussais pas du tout, ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et j'ai pris ça aussi grâce à Paul Morand, qui était très désinvolte, très libérée, un peu dilettante. J'ai pris ça plutôt comme pas comme une plaisanterie, mais comme quelque chose d'amusant. Eh bien, puisque Paul Morand me le proposait, j'ai écrit mes lettres. Et vous savez qu'il faut écrire des lettres pour l'Académie française. Enfin, nous en parlerons peut-être tout à l'heure, je voudrais laisser les problèmes de l'Académie pour plus tard, mais il faut que vous sachiez qu'à l'Académie, quand on est candidat, il faut aller faire des visites. La tradition suppose que le candidat à l'Académie va rendre visite aux académiciens. Le règlement interdit les visites, mais la tradition l'exige. Donc il faut leur écrire en disant « Est-ce que je peux venir vous voir ?» J'ai envoyé mes lettres. Et j'ai été voir une dizaine d'académiciens, c'était extrêmement intéressant, j'ai été voir des gens que j'admirais beaucoup, dont quelques-uns étaient des génies. Par exemple, Louis de Broglie. Louis de Broglie est prix Nobel de physique, l'inventeur de la mécanique ondulatoire. Il m'a reçu extrêmement gentiment, il ne savait naturellement, il n'avait aucune idée qui j'étais. Et j'ai vu comme ça de grands écrivains, Genevois, Druon, Troyat, tous les gens qui à cette époque-là peuplaient l'Académie française. Et puis, je suis parti en vacances, extrêmement calme. Les vacances se sont très bien passées. Je suis retourné dans cette Méditerranée que j'adore. J'ai été en Grèce, j'ai été en Italie. Et quand septembre est arrivé, je me suis dit, j'ai encore quelques visites à faire. J'ai fait mes quelques visites et puis très vite, l'élection est arrivée sans aucune angoisse. Et comme à l'école normale, j'ai été élu. J'ai été élu, pas de façon éclatante, mais je suis passé. Et toutes ces souffrances de l'Académie m'ont été un peu épargnées. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les choses ont été très vite. J'avais déjà un autre livre en préparation. Souvent, l'Académie, le danger de l'Académie, c'est que c'est la fin d'une carrière littéraire. On entre à l'Académie et on prend sa retraite. Grâce à Dieu, j'avais un livre en préparation et en même temps que je me préparais à entrer à l'Académie, en même temps que je préparais mon discours de réception, je remplaçais Jules Romain. Et évidemment, c'était un beau sujet, je préparais mon discours sur Jules Romain, et en même temps, je travaillais à mon deuxième livre. C'était en fait mon 6e ou 7e, mais de ceux qui ont compté, c'était le deuxième, le premier, La gloire de l'Empire, et le livre que je préparais s'appelait Au plaisir de Dieu. Et Au plaisir de Dieu était lié à une sorte de drame familial qui m'avait été très pénible. Nous avons parlé au début de ces entretiens d'un château familial qui s'appelait Saint-Fargeau, et nous avions été obligés, par manque d'argent, nous n'avions plus de quoi entretenir ce château, nous avions été obligés de le vendre. Nous avions voulu le donner à l'État, mais l'État l'avait refusé, parce que l'État n'avait pas de quoi non plus entretenir une telle masse, et nous avons été obligés de le vendre. Nous l'avons vendu, je voudrais vous le dire tout de suite, pour le prix d'un studio à Paris. Je crois me rappeler que nous avons vendu Saint-Fargeau pour 200 000 francs, si je ne me trompe pas. Vous voyez qu'il n'y avait pas de quoi faire fortune. Et ça avait été évidemment un choc très grand pour moi, mais enfin moi je pouvais me remettre, mais pour ma mère ça avait été un drame épouvantable. Et c'est l'origine d'Au plaisir de Dieu, qui est l'histoire un peu romancée de la fin d'une grande famille qui est obligée de se séparer de sa propriété familiale qui, dans le livre, s'appelle Plessis-les-Vaudreuil, et peut-être quelques-uns d'entre vous ont vu le film qui a été tiré de ce livre par Mazoyer sous le même titre, Au plaisir de Dieu. Et les bons livres, vous savez, se font avec de l'expérience vécue. Je crois qu'on pourrait dire que l'art du romancier, c'est d'inventer avec des souvenirs. Eh bien, j'ai inventé avec des souvenirs, j'ai mêlé les souvenirs à l'imagination, et ça a donné l'histoire des Plessis-Vaudreuil, qui en fait était ma famille, et de ce château
qu'ils sont obligés de vendre. Naturellement, à côté des souvenirs, il y a beaucoup d'imagination. Je me rappelle qu'un jour, quand je signais au plaisir de Dieu, il y a une dame qui est arrivée qui m'a dit « Mais j'ai bien connu un de vos oncles qui s'appelait Vladimir d'Ormesson, qui avait un prénom éclatant, qui avait été ambassadeur, qui avait été aussi à l'Académie. Et je n'ai pas retrouvé Vladimir d'Ormesson dans les personnages de votre livre. » Et j'ai dû lui dire « Mais madame, je dois vous dire, il y a beaucoup de souvenirs dans ce livre. Mais c'est d'abord un roman et il y a beaucoup de personnages qui sont inventés. » Et j'ai vu le désespoir se peindre sur le visage de la dame qui m'a dit « Inventé !» Et moi qui croyais que vous aviez tant de talent. Parce que, évidemment, tout le monde a cru que c'était l'histoire vécue et que c'était simplement des souvenirs. J'avais essayé de présenter ce roman sous la forme de souvenirs. Et quand les gens le prenaient pour des souvenirs, c'était évidemment mon triomphe. Eh bien, le livre a eu un très très grand succès, en partie grâce au film qui en avait été tiré pour la télévision, et avec La gloire de l'Empire, et avec Au plaisir de Dieu, qui est donc sorti quand j'étais déjà à l'Académie, ma carrière littéraire était là, bien commencée. Elle s'est poursuivie avec un certain nombre de livres, Dieu, sa vie, son œuvre, Une vie de Chateaubriand qui s'appelait Mon dernier rêve sera pour vous, qui était Chateaubriand vu sous un angle un peu particulier, c'était la vie sentimentale de Chateaubriand. Bon, là, je ne vais pas vous parler de Chateaubriand, parce que si je vous parlais de Chateaubriand, il nous faudrait encore 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je pourrais vous parler de toutes les maîtresses de Chateaubriand, je pourrais vous parler de cette vie extraordinaire, dont j'aurais peut-être mieux fait de vous parler plutôt que de la mienne, car tout de même, Chateaubriand, c'est plus intéressant que moi, et puis Dieu, c'est aussi plus intéressant que moi, et j'aurais peut-être mieux fait de vous parler de Mon dernier rêve sera pour vous, ou de Dieu, sa vie, son œuvre, plutôt que de vous parler de ma propre vie, mais en fait, tout ça est un peu indiscernable et il y a des moments où je me prends, sinon pour Dieu, du moins pour Chateaubriand.